La communauté internationale célèbre la journée mondiale du diabète chaque 14 novembre, occasion de sensibiliser le grand public à la charge croissante de cette maladie et aux stratégies à mettre en œuvre pour prévenir et faire face à la menace qu'elle représente. Amis de Zaï TV, bonjour, bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission Santé. Avec Dana Frank Diamagbo, nous recevons pour vous, chers internautes, le docteur Félicien Edou. Il est médecin généraliste. Bonjour à vous, docteur. Bonjour. Avec vous, nous allons savoir plus au sujet du diabète, les efforts déployés en matière de prévention et de riposte. Alors, Dana Frank Diamagbo, bonjour à vous. Que pouvons-nous retenir sur les journées internationales? Bonjour à vous, Nonsrine Fatoumbi, amis internautes, bonjour. Chaque journée internationale donne l'occasion d'informer le public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. Ces journées sont aussi l'occasion pour le pouvoir public, les systèmes des Nations Unies et la société civile d'organiser des activités de sensibilisation et de mobiliser des ressources. Dirigée par la Fédération internationale du diabète FID, chaque journée mondiale du diabète se concentre sur un thème lié au diabète. Les associations membres de la FID organisent un grand nombre d'activités qui sont orientées vers une variété de groupes tels que des manifestations sportives, des tests de dépistage gratuits, des réunions d'information du public, des campagnes d'affiches, des ateliers et expositions sur le diabète. Alors, docteur, dites-nous, qu'est-ce que le diabète? Merci pour le thème du jour. J'avoue que le diabète, c'est une maladie qui, de plus en plus, continue à faire des ravages, malgré les dispositifs mis en place pour la sensibilisation, et le dépistage et le traitement. Ça reste toujours encore un grand défi pour nous tous. Alors, si je reviens sur la définition du diabète, de façon simple, nous allons dire que le diabète sucré, c'est une affection chronique qui est soit de façon génétique ou soit de façon acquise, qui est une insuffisance de sécrétion de l'hormone qu'on appelle l'insuline, qui est l'hormone qui régit le métabolisme du sucre dans le sang. Ou carrément l'insuline est bien sécrétée, mais la fonction de cette insuline sur les tissus cibles n'est pas efficace. Donc il y a une inefficacité de l'action de l'insuline sur les tissus cibles. Et cet élément, cet ensemble-là va alors provoquer une élévation du taux de sucre dans le sang, d'autant plus que l'insuline ne joue plus son rôle. Voilà ce qu'on appelle le diabète. Tout à l'heure, vous aviez eu à parler du diabète sucré. Alors je m'en vais vous demander s'il y a plusieurs types de diabète. Si j'ai prononcé le mot diabète sucré, c'est pour faire la différence entre le diabète sucré et le diabète insipide, qui n'est pas vraiment le diabète. Alors, qui ne fait pas partie de notre objectif aujourd'hui. Le diabète insipide, si je dis un mot sur le diabète insipide, c'est une anomalie d'une hormone qui est sécrétée au niveau de l'hypothalamus, qu'on appelle la vasopressine, qui est stockée au niveau de l'hypophyse antérieure et qui permet de garder l'équilibre entre l'entrée, la sortie du sel et de l'eau. Mais pour une raison donnée, on peut avoir un dysfonctionnement dans ce système de sécrétion et de conservation et de métabolisme. Ça va alors provoquer une entrée et sortie de façon anarchique de l'eau, ce qui va amener l'individu à avoir les mêmes signes que quelqu'un qui a le diabète. Mais en fait, la personne n'a pas le diabète, parce que lorsque vous dosez la glycémie, vous constatez que la glycémie est normale. Dans ces cas-là, ce n'est pas le diabète, mais le diabète insipide. C'est pour ça qu'on ajoute souvent le mot sucré, le diabète sucré. Donc, le diabète, donc c'est le taux de glycémie qui permet de découvrir si quelqu'un souffre du diabète ou pas. Tout à fait, c'est le taux du sucre. Alors, mais docteur, quelles sont les différentes étapes d'évolution du diabète? Si on doit parler d'étapes d'évolution du diabète, il n'y a que deux étapes. D'abord, vous avez lorsque, au début, la personne entre en phase d'une intolérance au glucose. Là, on appelle le stade pré-diabète. Et à un moment donné, si rien n'est fait, que les facteurs de risque sont exposés de part et d'autre, la personne alors va évoluer vers le stade diabète. Et malheureusement, le stade diabète, si ce n'est pas que la personne a l'habitude de faire des dépistages de façon régulière du moins, alors là, c'est en phase de complications que généralement on découvre que la personne a le diabète. Dans nos contextes, on n'a pas cette habitude-là d'aller se faire dépister quand tout va bien. Et c'est quand tout ne va pas bien qu'on s'y rend. Et malheureusement, le diabète, quand tout ne va plus bien, c'est que c'est déjà au stade de complication. Y a-t-il des facteurs ou y a-t-il des causes, je voudrais dire, ou des facteurs de risque qui amènent un individu à avoir le diabète?
Merci pour la question, c'est la partie la plus importante parce que si on veut vraiment réussir à limiter les dégâts causés par le diabète, c'est de reconnaître les facteurs de risque ou les causes qui peuvent provoquer ce diabète. Mais d'entrée, j'ai dit d'office que ce n'est pas une cause, mais plutôt des facteurs de risque qui exposent l'individu à avoir le diabète. Donc si vous dites une cause, c'est comme si on connaît ce qui peut donner le diabète. Non. Mais plutôt on a des facteurs qui peuvent s'imbriquer l'un dans l'autre pour pouvoir provoquer... Essayez de nous détailler un peu ces facteurs de risque-là qui peuvent provoquer le diabète chez un être vivant. Alors, le premier facteur, et qui sera toujours le facteur qui domine tous les autres facteurs, c'est lorsque vous arrivez à un stade de votre vie que vous avez le poids qui dépasse la norme. C'est-à-dire vous rentrez en surpoids ou de l'obésité. Le surpoids, c'est que vous prenez votre poids, que vous divisez par votre taille au carré. Si la valeur que vous trouvez dépasse 25, c'est que vous rentrez en phase de surpoids. Là, en même temps, vous commencez par déjà mettre en œuvre des différentes stratégies pour ramener votre poids à la normale. Ou lorsque les résultats d'office dépassent 30 kg par mètre carré, ça veut dire que vous êtes d'office obèse. Donc on parle d'obésité. Et ça augmente encore le risque de développer le diabète. Alors c'est le premier facteur, le diabète. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque vous augmentez du poids, la masse musculaire, la masse adipeuse commence par augmenter. Voilà, vous demandez à l'organisme alors de sécréter plus d'insuline pour couvrir les besoins de l'organisme en insuline. Alors à un moment donné de la vie, le pancréas qui sécrète cette insuline va se sentir fatigué, n'arrivera plus du tout à sécréter une quantité importante pour couvrir toutes les masses adipeuses. Là, vous rentrez alors en déficit d'insuline pour couvrir tous vos muscles. Alors là, le taux de sucre va commencer par grimper. Ou bien même, à cause de ça, lorsque la quantité, normalement, il faut par exemple 10 unités pour pouvoir maintenir l'activité d'un tissu et que vous arrivez à 5 unités, là, ça ne va pas suffire. Au même moment, si ça ne suffit pas, l'efficacité également va diminuer. Donc, et alors les tissus vont développer alors une résistance à l'insuline et là, vous aurez le même résultat. Le sucre va également se lever dans le sang. C'est ce qui fait que principalement le surpoids et l'obésité constituent un facteur majeur qui peut facilement pousser la personne vers le diabète. Alors, l'autre facteur qui vient immédiatement après, c'est l'hérédité. Vous savez, ça fait partie des facteurs majeurs pour développer le diabète. C'est-à-dire lorsque vous avez un parent du premier degré qui développe le diabète, c'est que ça expose tous les enfants de cette lignée à développer le diabète. Il suffit que chacun de ces individus reconnaisse les facteurs de risque et l'évite, et là, peut-être, il peut ne pas avoir. Ou peut-être même, malgré l'effort pour ne pas y arriver là, ça finit toujours par arriver à un stade de la vie. Parce que lorsqu'on grandit, les systèmes s'affaiblissent progressivement tous les jours. Et là, à un moment donné de la vie, le pancréas n'arrive plus à assumer comme il le faut. Et là, vous allez vous retrouver à développer le diabète ou d'autres maladies s'associent au stade de vieillesse, qu'on appelle souvent stade de vieillesse. Et là, la personne alors va développer alors une élévation du taux de sucre dans le sang qui va le conduire directement au diabète. Alors, vous savez, vous et moi, là où on est assis, on a ce boulot, on s'assoit, on travaille, le soir on rentre fatigué, on va se coucher, on mange quelque chose rapidement, on va se coucher. La sédentarité, ça fait partie des choses. Toute la journée, on est en position assise, on travaille, et le soir on rentre, c'est pour aller manger quelque chose, aller se coucher. Là, on ne dépense, on mange, on accumule, mais on ne dépense pas. Alors, et la mauvaise habitude qu'on a développée, c'est qu'on va tout accumuler pendant la semaine, et le week-end, on va se lever pour aller faire le sport en 1, 2 heures, pour pouvoir brûler tout ce qui a été accumulé pendant la semaine. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que ça ne fonctionne jamais, et ça ne fonctionnera jamais. C'est tous les jours, systématiquement, qu'il faut brûler ce que vous consommez pour pouvoir maintenir l'équilibre du métabolisme de l'organisme. Si vous ne faites pas ça, vous êtes à risque de développer le diabète. Alors, il y a également, quand je disais les stades tout à l'heure, les stades pré-diabète, alors lorsque vous avez déjà un stade pré-diabète, vous êtes déjà un candidat pour développer le diabète. Et à ce stade-là précis, lorsque vous adorez consommer les aliments riches en sucre rapide, le sucre rapide, qui élève très vite le taux de l'indice glycémique. Qu'est-ce que vous appelez sucre rapide? Les sucres de table. Tout ce qui est sucre de table que vous ajoutez additif à vos repas. Peu importe, que ce soit roux, que ce soit semi-roux, que ce soit blanc, c'est la même catégorie. Il n'y a pas une différence. Si quelqu'un vous convainc que le sucre roux est mieux que le sucre, là, la personne vous ment. Parce que le sucre, comme vous prenez le sucre roux, c'est juste les nutriments qui sont dedans, qui donnent la couleur que vous avez au sucre roux. Et c'est ces nutriments-là qu'on a enlevés par raffinerie pour avoir la couleur blanche.
c'est la même chose, la même teneur en sucre qu'il y a dans les deux. Donc, il n'y a pas de différence. Tant que c'est un sucre additif, les deux, que ce soit roux ou non roux, les deux provoquent les mêmes effets. Donc, lorsque vous êtes en stade pré-diabète ou que vous avez un antécédent de la famille qui est diabétique, surtout de premier degré, et qui vous a donné à consommer des sucres rapides de façon exagérée, vous allez vous retrouver facilement à développer le diabète. Alors, en dehors de ça, il y a aussi des maladies naturelles ou, je vais dire, génétiques qui peuvent amener également de façon secondaire à développer le diabète. C'est par exemple la maladie qu'on appelle l'hématochromatose. C'est une maladie du sang avec accumulation du fer. Cette maladie-là également va endommager la fonction hépatique et pancréatique du moins. Et là, vous allez avoir également un contrôle de la glycémie qui ne sera pas comme il le faut. Alors, il y a également la consommation exagérée des gras, les lipides. Et ça va vous provoquer une dyslipidémie. Vous allez avoir le cholestérol qui s'élève, les triglycérides également qui vont se lever. Et ça vous expose à des risques de dépôt de ces éléments dans la paroi des vaisseaux et qui va altérer également le fonctionnement de l'organisme. Et également le pancréas également sera à coup. Et également vous allez développer le diabète. Alors, il y a les gens qui ont des maladies du cœur naturellement, qui sont nés avec. Ces gens-là qui ont des cardiopathies également sont des gens qui sont sujets à développer le diabète. Alors, il y a aussi un élément très important qui devient de plus en plus récurrent, c'est le diabète sur la grossesse. Lorsqu'une femme fait le diabète sur la grossesse, ça multiplie par 7 le risque de développer le diabète type 2 à la longue. Par la femme ou par l'enfant? Par la femme et l'enfant. D'abord, ce diabète va exposer l'enfant à naître avec un poids supérieur à 4 kg, qu'on appelle macrosomie. Et les macrosomies sont potentielles qui déjà prédisposent l'enfant à avoir le diabète à l'âge adulte. Donc, non seulement pour la maman, également pour l'enfant, c'est un risque. Alors, lorsque vous avez le diabète gestationnel, on vous expliquera correctement qu'il faut faire très attention avec les facteurs de risque, autres facteurs de risque qui vont s'associer, s'accumuler et vous faire développer le diabète à la longue. Alors, il y a également des femmes, aujourd'hui, qui deviennent de plus en plus également fréquents et qui développent le syndrome des ovaires polykystiques. C'est-à-dire, ça les donne des douleurs pendant les menstrues, ça les donne des douleurs en moitié du cycle, ça les donne, la douleur est latéralisée des deux côtés de façon peut-être atténuée d'un mois à un autre. Et quand on fait l'échographie, on constate qu'il y a des petites poches qui se forment au niveau des ovaires. Alors, si une femme a des syndromes des ovaires polykystiques, c'est un candidat pour développer le diabète. On lui explique qu'il faut faire très attention aux facteurs de risque pour ne pas plus tard développer le diabète. Alors, en dehors de ça, maintenant il y a le diabète induit. C'est-à-dire nous, tout ce que nous sommes, ça peut arriver que ce soit à l'hôpital, devant une pathologie donnée, on a prescrit un traitement et le traitement pour effet secondaire de développer le diabète. Alors, ces médicaments-là, on connaît les effets comme risque de développer le diabète. Donc, on sait comment l'utiliser, quelle durée l'utiliser pour éviter, pour limiter ces risques-là. Tout est prédit et suivi pour éviter d'avoir le diabète. Mais par contre, ce que nous-mêmes on consomme à la maison sans avis médical, là c'est compliqué. Parce qu'on ne peut pas contrôler ce que vous consommez, on ne peut pas contrôler la durée, la quantité pour pouvoir limiter les risques. Donc finalement, en consommant, vous développez le diabète. Le premier élément, c'est ce que les femmes utilisent aujourd'hui pour faire la dépigmentation, que les démocorticoïdes. Ce que vous devez savoir, lorsqu'on passe les démocorticoïdes de façon répétée pour avoir un effet éclaircissant, ça pénètre la circulation sanguine. En entrant dans la circulation sanguine, ça cible le pancréas et le contrôle de la glycémie également est totalement amorti. Et là, vous allez voir, la glycémie va commencer par monter de façon anarchique dans le sang. Et là, vous développez d'office à la longue le diabète avec d'autres complications qui l'accompagnent qu'on ne va pas aborder. Donc voilà, si je peux citer quelques éléments qui peuvent amener un individu à avoir le diabète. Voilà. Alors, nous entendons dire que les boissons gazeuses et autres jus augmentent le risque de diabète. Est-ce vrai? Quand vous parlez des boissons gazeuses, et puis, vous savez, toutes ces boissons sucrées, vous prenez des étiquettes que je ne vais pas nommer, vous allez retrouver 25 grammes de sucre, 32 grammes de sucre dans un seul flacon de 33 centilitres. Vous imaginez que ça équivaut à 32 morceaux de sucre. Vous imaginez quand vous prenez un seul flacon de sucrerie avec 32 grammes de sucre, vous venez de consommer 32 morceaux de sucre sur place. Et vous imaginez ce que ça peut provoquer dans l'organisme. Donc si on vous dit que ces éléments-là peuvent conduire au diabète, ce n'est pas faux. C'est un premier élément parce que j'ai dit les sucres additifs,
Les sucreries, c'est des sucres additifs, c'est des sucres qu'on a mélangés avec d'autres compositions pour pouvoir avoir l'effet sucré qu'on a. Donc ces sucres-là, rapidement, ça provoque une élévation permanente de la glycémie et ça conduit directement vers le diabète. Alors, merci à vous, docteur, pour ces explications. Vous avez parlé de long en large des causes et facteurs de risque du diabète. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les symptômes, plutôt les signes du diabète chez l'homme? Alors, quand on parle des symptômes, comme je l'ai dit d'entrée, c'est une maladie qui tue de façon silencieuse, qui peut-être n'aura pas de signes, et que c'est en phase complication que vous aurez des signes qui peuvent vous mettre il y a un problème. Parce que si vous n'avez pas l'habitude de faire votre test régulièrement, vous allez vous retrouver avec les complications avant de s'en rendre compte. Alors, mais quand on prend le diabète type 1, peut-être on va revenir sur la classification des diabètes, parce que ça permet de comprendre comment on arrive à faire la différence entre les types de diabète. Alors, dans le diabète type 1, qu'on va y revenir, la personne a les signes classiques. C'est ce qui fait que ça, là, le plus souvent, ça se dépiste le plus tôt possible par rapport au diabète type 2. Alors, le premier signe, c'est que la personne a soif. Malheureusement, quand on a soif, on va forcément boire de l'eau. Donc, on a soif, on boit de l'eau. Quand vous buvez de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Vous allez aux toilettes pour uriner. Donc, les trois signes s'accompagnent. Vous avez soif, vous buvez de l'eau et vous allez uriner. Et vous allez voir, quand vous comptez le nombre de fois que vous êtes parti uriner, en une journée, ça dépasse 8. Là, si ça commence comme ça, sachez directement qu'il y a un problème. Ce n'est pas que votre organisme fonctionne bien, que c'est pour ça que vous buvez de l'eau, que vous allez aux toilettes. Non. Si ça arrive comme ça, c'est qu'il y a un problème. Parce que ce qui vous donne la soif, c'est la même chose qui vous fait boire de l'eau, c'est la même chose qui vous fait envoyer aux toilettes pour aller uriner. Et là, quand vous comptez, si ça dépasse 8, sachez qu'il y a un problème. Alors, c'est les trois éléments, premiers éléments qui mettent les puces à l'oreille pour aller faire le dépistage. Au même moment, la personne commence par perdre du poids sans savoir pourquoi. Il n'a aucune maladie évidente et il perd du poids. Il se demande qu'est-ce qui ne va pas. Il a soif, il urine, mais malgré ça, il perd du poids. Là, ça nous met directement les puces à l'oreille. Ou bien, il n'arrive pas peut-être à boire de l'eau de la façon dont il a soif, la fatigue s'installe. Si la fatigue commence à s'installer, là, avec tous les éléments, là, avec la fatigue, on se dit attention, ce qui va finir, c'est les maux de ventre ou les vertiges et puis les yeux qui vont devenir flous. La personne peut s'évanouir complètement un jour. S'il ne fait pas attention, si la glycémie atteint le plafond, il va s'évanouir un jour. C'est en ce temps maintenant qu'on va se faire courir et qu'on va maintenant dépister qu'il a le diabète. Alors, mais par contre, le diabète type 2 n'a aucun signe. Vous n'aurez aucun signe pendant des années et c'est maintenant quand tout le système sera détruit que maintenant vous aurez les signes. Maintenant, il y a des signes indirects qui nous permettent de dire, est-ce que ce n'est pas le diabète? Premièrement, il y a des gens qui ont naturellement des organismes qui, quand ils ont une plaie, ça ne se cicatrise pas vite. Oui. Mais c'est différent qu'à un moment donné de la vie, que quand il y a plaie, ça ne se cicatrise pas vite. Alors ces gens-là qui d'habitude n'ont pas ces problèmes, qui ont d'un coup, lendemain ou un jour simplement, ont une plaie qui ne se cicatrise pas vite, là il faut courir pour aller dépister le diabète. Parce que le diabète, c'est un élément qui paralyse les nerfs et qui retarde la cicatrisation. Alors c'est des éléments qui nous mettent des puces à l'oreille. Ou la femme a le syndrome des ovaires polykystiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, on va dépister le diabète et parfois on retrouve le diabète chez cette femme-là. Ou bien il y a des gens qui ont des taches sur la peau. Ces taches-là sont de couleurs parfois rouges, selon la couleur, le teint de la personne. Rouge, et parfois peut-être même noir, parfois même brune. Que nous, on a un terme scientifique qu'on appelle l'acanthosis nigricans. Et là, quand on voit directement l'aspect de cette tache-là, on se dit attention, ça là, c'est le diabète qui est en dessus. Et là, on dépiste. Et là, on se rend compte que la personne est diabète. La même chose quand je reviens sur le diabète, sur la grossesse, là également, il n'y a pas de signe. Généralement, quand la femme a envie d'aller uriner, sur la grossesse, ça devient beaucoup plus fréquent. Donc, ça coïncide avec le diabète, donc on ne remarque pas. Et il va uriner, elle boit de l'eau, elle va uriner, donc on ne remarque rien. On se dit que c'est la grossesse. Et si le diabète n'est pas dépisté, à un stade là, le comble c'est que le diabète sur la grossesse a les complications beaucoup plus graves, plus rapides que les deux autres types de diabète. C'est pour ça que c'est très important de dépister. Le risque est pour la maman et pour l'enfant également à naître. Et le reste, les autres types de diabète également, comme c'est diabète provoqué par les médicaments que nous consommons et de façon anarchique. Également, ça n'a pas de signe. C'est quand vous aurez les complications comme le diabète type 2 que vous allez savoir que oui, là maintenant j'ai le diabète. Voilà les petits signes qui peuvent nous mettre les puces à l'oreille. Avant de parler rapidement du diagnostic, à quel âge précisément l'homme souffre-t-il du diabète? Est-ce qu'il y a d'âge?
comme je l'ai dit, le diabète type 1, c'est un diabète qui peut apparaître n'importe quel âge, même à la naissance, le premier jour. Donc, si je comprends bien, le diabète est héréditaire? Oui, j'ai dit qu'il y a un facteur héréditaire et les autres facteurs environnementaux qui vont venir s'ajouter maintenant à un facteur héréditaire et le développement est rapide. Par exemple, pour un enfant qui naît le premier jour et que on reçoit, généralement, quand on fait les taux de glycémie, si un enfant est né macrosomie, c'est-à-dire le poids de naissance est supérieur à 4 kg, et quand on fait le dépistage, soit immédiatement c'est une hypoglycémie ou bien une glycémie totalement au-delà de la valeur qu'il faut. Donc généralement, les enfants qui naissent diabétiques à la naissance sont souvent les enfants issus d'une mère diabétique sur la grossesse ou bien diabète avant la grossesse ou bien le poids de l'enfant est supérieur à 4 kg. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel âge, vous devez développer le diabète. Comment se fait donc le diagnostic? Une fois diagnostiqué, y a-t-il un suivi? Alors, le dépistage, comme je l'ai dit, c'est d'aller à l'hôpital, c'est faire doser son taux de sucre régulièrement dans le sang. Il n'y a pas de choses plus que ça. C'est quand on a les signes, c'est que c'est déjà en train de devenir compliqué. Alors, le taux de glycémie, comment on fait les diagnostics? Les diagnostics, c'est pas compliqué. Lorsque vous faites votre glycémie, la valeur normale, c'est entre 0,7 et 1,1. Alors, si on vous dose votre glycémie et que c'est au-delà de 1,1, c'est-à-dire entre 1,1 et 1,26, là, on se demande que vous êtes en phase pré-diabète, c'est-à-dire en phase d'intolérance au glucose. Alors, lorsque, à ce stade-là, vous ne faites rien et que vous dépassez les 1,26, là, on va vous demander d'autres analyses. On va vous faire consommer son 15 grammes de sucre et 2 heures après, on va vous doser le taux de sucre. Si la valeur qu'on a dépasse 2, on dit que vous êtes diabétique. Ou bien carrément, on vous prend de façon ponctuelle, on vous dose la glycémie et vous dépassez 2 grammes avec soif, intense, fatigue. Là, vous avez le diabète. Alors, dites-nous très rapidement, docteur, le diabète occasionne-t-il des dysfonctionnements chez l'homme, principalement homme? Oui. Dans les complications du diabète, peut-être qu'on n'a pas le temps d'aborder, il y a un élément très important. C'est pour ça, généralement, quand je développe ces sujets-là, je mets un accent sur ça parce qu'il faut que les hommes comprennent qu'à un moment donné de leur vie, s'ils ne font pas attention, ils ne seront plus hommes. Parce que c'est ce qui fait de nous les hommes. Et quand on n'est pas homme, tous les autres problèmes l'accompagnent. Alors, les diabètes, dans ces complications, on a les complications vasculaires qui, vous savez, quand ça affecte les vaisseaux, ça va empêcher, l'érection, c'est l'afflux du sang qui vient au niveau de la verge, qui vient au niveau des corps caverneux. Et l'érection est en forme. Alors, lorsqu'il y a le diabète va alors paralyser les nerfs et diminuer l'afflux du sang qui va venir au niveau du pénis. Et là, l'érection ne sera pas du tout comme il le faut. Ou carrément, il n'y aura même pas d'érection parce que s'il faut afflux du sang pour avoir de l'érection. Donc, ça, le diabète empêche l'érection. Tout à fait. Le diabète empêche l'érection, que ce soit vasculaire, nerveux, musculaire. Amis internautes, nous tendons vers la fin de notre émission. Avant dernière question, je passe la parole à Dana pour l'avant-dernière question, bien sûr. Docteur, si vous devriez donner un conseil à ceux qui nous suivent pour éviter le diabète, que serait-il? Si je dois donner un conseil à ceux qui nous suivent pour éviter le diabète, c'est de respecter, d'éviter les facteurs de risque qui accompagnent le diabète. Commençons par diminuer le poids, commençons par manger de façon saine. Quand on a un boulot qui nous oblige à rester assis toute la journée, de trouver le moyen 30 minutes par jour de brûler ce qu'on a accumulé la journée avant d'aller se coucher. Quand on arrive à la maison, on se repose, on mange un peu, il faut sortir pour aller marcher, pour prendre de l'air, pour dépenser un peu de ce qu'on a accumulé la journée et non d'accumuler tout pour aller à la fin de la semaine sur le terrain pour aller vider. La consommation de sucre, de tabac, de l'alcool, ainsi de suite. Tous ces éléments qu'on a cités qui peuvent occasionner le diabète, on doit faire attention à ces éléments, surtout qu'on a déjà un facteur génétique qui l'accompagne ou que les parents de premier degré sont déjà diabétiques. Il faut faire très attention. Voilà un peu ce que je peux vous dire avec tous les éléments qui accompagnent le diabète. Amis internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Votre mot de fin, docteur? Merci. Si je dois donner un mot de fin, c'est d'abord de dire à ceux qui ne sont pas diabétiques de ne pas devenir diabétiques et ceux qui sont déjà diabétiques de bien suivre leur traitement et leur régime pour éviter les complications parce que les complications c'est les plus lourdes dans la prise en charge du diabète. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Entretien ayant porté cette fois-ci sur le diabète. Vivement que les explications et conseils du médecin soient prises en compte par tous. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.